Maintenant, CDF. Je vous remercie. Je représente la télévision de l'Allemagne. Vous avez parlé de la réunion possible entre Poutine et Trump. Quel rôle peut jouer l'Union européenne dans la discussion possible de règlement de la crise ukrainienne? L'Allemagne et la France se sont déclarés être les côtés neutres dans les discussions de règlement de la crise en Ukraine. C'était la discussion d'environ 20 heures. J'ai eu l'honneur d'y être présent. J'ai vu les accords signés entre l'Allemagne, la France et l'Ukraine. Ils ont dit que ce sont les accords sur la paix entre Moscou et Kiev. Et nous, les Français et les Allemands, sont les garants de cet accord. Leur position est que la France et l'Allemagne sont les garants. Donc c'est nous qui vous ont fait s'asseoir et discuter. Nous sommes les garants. Et ce papier, les accords de Minsk, a été transmis dans le Conseil de sécurité par nous. Et ce document a été unanimement adopté. Je ne vais pas énumérer plus des centaines, des milliers de violations de la part du régime de Kiev, y compris les bombardements de l'infrastructure civile, le blocade des territoires qui ont refusé d'accepter, de reconnaître le coup d'État. Tout cela a été envoyé à la OSCE, à l'ONU, et la France et l'Allemagne ont répondu à nos mots que sont les garants, mais ils ont dit que vous aidez les combattants, vous avez des violations aussi. L'année passée, Angela Merkel a dit que non. Ces accords ne sauront jamais être mis en œuvre par la France, par l'Allemagne. Nous avons eu seulement besoin, nous, l'Europe, pour mieux préparer l'Ukraine pour la guerre. Voilà ce que est le système de Yalta et de Potsdam. Dans l'article 25, on peut lire que les décisions du Conseil de sécurité sont nécessaires pour la mise en œuvre par tous les participants de l'ONU, mais la chancelière Merkel a dit que non. Nous pouvons ignorer ce principe, prenant en compte qu'elle a été une des côtés de ce traité. Et ce document a été accompagné par la déclaration de la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine, où on a parlé de l'espace libre de l'Est à l'Ouest, qu'on va faire des constructions, que la France et l'Allemagne vont instaurer les systèmes de banking en ligne, qu'ils vont lever la blocade, mais rien n'a été fait. Ils ont promis d'organiser les négociations pour régler les questions qui concernent la transportation du gaz, aider à l'Ukraine et à la Russie dans ce domaine. Rien n'a été fait. Avec tout le respect envers l'histoire allemande, je pense que l'Allemande a déjà fait sa contribution via Mme Merkel. Vous savez, Poutine ne rejette jamais les propositions d'être en contact. Scholz a téléphoné, lui, quelquefois. Il y avait une conversation de téléphone récemment et Olaf Scholz a été fier de son exploit. Il y avait quelques conversations avec certains autres représentants de l'Union européenne.
J'espère que le président ne va pas me juger. Je ne parle pas de secret d'État, mais dans une des conversations de Scholz et Poutine, Scholz n'a rien dit de substantif. Il a parlé seulement des choses dont il parle chaque jour, que Poutine doit partir, pas de mots sur les racines de ce conflit, sur les Ukrainiens, mais j'ai déjà cité Zelensky, il a dit avant l'opération militaire spéciale en 2021, si quelqu'un se sent comme une personne russe, va en Russie. Et récemment, il a utilisé l'argot russe pour montrer son attitude envers des pacificateurs qui ne veulent pas revenir aux frontières de 1991. Donc, beaucoup de personnes proposent ces services, comme la Turquie. C'est le lieu où un accord a été déjà atteint et paraffiné. Boris Johnson, maintenant il écrit certains livres étranges. Il a prohibé de signer le document qui comprend des citations des accords d'Istanbul. Puis M. Loukachenko, qui est le voisin de l'Ukraine, de la Russie, ils veulent que les intérêts de la Biélorussie soient pris en compte. Pourquoi il y a un tel intérêt envers les conversations et la rencontre des présidents des États-Unis et de la Russie? Parce que tout le monde a compris et a reconnu qu'il ne s'agit pas de l'Ukraine, mais de l'Ukraine qui est utilisée pour affaiblir la Russie dans le contexte de notre lieu dans le système de la sécurité européenne. Il y a deux aspects. Premièrement, il y a des menaces sur le flanc occidental. Ces aspects peuvent être liquidés seulement dans le cadre de vastes accords. Nous sommes prêts à discuter la sécurité sur le territoire de l'Ukraine. La partie de l'Ukraine qui n'a pas déterminé son statut indépendamment de Donbass et Lugansk. Cet aspect de la sécurité est très important, mais le contexte, l'aspect européen doit être dominant parce que l'Europe ne peut pas être isolée de la Russie, de la Chine, de tels grands voisins que la région du Golfe, l'Asie, le Bangladesh, le Pakistan. Il y a des centaines de millions de gens là-bas et on doit aménager la région, faire en sorte que l'Asie centrale, la Caucasie, l'Extrême-Orient, le Taïwan, la mer sud-chinoise décident eux-mêmes. Ce ne doit pas être les solutions de Stoltenberg. La sécurité de l'OTAN ne dépend pas de la région d'Indo-Pacifique. Comment ça? Mais M. Stoltenberg l'a dit. On lui a posé une question. Est-ce que l'OTAN est toujours une alliance de défense? Il a dit oui, parce que nous défendons le territoire de nos membres. Mais la sécurité de nos membres dans le contexte actuel dépend de la situation sécuritaire dans l'Indo-Pacifique. C'est pourquoi nous allons y déployer, y compris l'infrastructure de l'OTAN. Nous allons créer les alliances. Les États-Unis et la Corée du Sud ont déjà formé une alliance avec la composante nucléaire et récemment ils l'ont confirmé. Un autre
moment très intéressant pour les politologues. Il est intéressant de réfléchir à comment on peut unir tout cela, intégrer tout cela, parce que l'approche euro-atlantique avec le continent eurasiatique, je vous assure, ce n'est qu'une illusion. Alors, Irna, s'il vous plaît. Could you please could you please provide more information about Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous faire part des informations sur la création du partenariat stratégique intégrant entre l'Iran et la Russie? Quelles sont les composantes potentielles de l'accord et quelles sont les préoccupations de tiers États en ce qui concerne cet accord? Si je ne me trompe pas, M. Pezeshkian va se rendre en Russie dans 3 ou 4 jours. Nos présidents vont signer cet accord. En ce qui concerne votre question, si cela plaît à quelqu'un ou ne plaît pas, cette question est toujours posée par nos collègues occidentaux. Parce que, comme d'habitude, ils veulent trouver un sujet quelconque dans n'importe quel domaine parce qu'il leur semble que l'Iran ou la Corée du Nord ou la Russie préparent quelque chose de malveillant par rapport à eux. Mais notre alliance avec la Corée du Nord ne s'oppose pas à quelqu'un d'autre. Cette alliance vise à renforcer les capacités de la Russie, de nos amis, et notre alliance avec l'Iran a pour sa vocation le renforcement des capacités de la Russie, de l'Iran, le règlement de problèmes économiques et l'augmentation de capacités de combat, de défense. Al-Moïdine, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Lavrov. Nous savons que la Russie développe un ordre du monde multipolaire après la sortie, après le retrait de la Russie du Moyen-Orient. On voit former là-bas un monde unipolaire dirigé par les États-Unis. Alors, quelles sont les mesures potentielles de la Russie dans cette région? La population de cette région respecte sincèrement la Russie. Alors, quelles sont vos approches dans cette région? Vous savez, vous avez des qualités et des compétences de journaliste. Vous avez dit la Russie a fait son retrait du Moyen-Orient. Après cela, alors cela ne provoque pas de questions, cela ne doit pas être objet de questions. Votre deuxième point, les États-Unis dominent dans cette région. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Notre président a déjà commenté sur cette situation et nos représentants l'ont évoqué. Alors, cette situation s'est produite parce que il y a environ 10 ans qu'à la demande du président de cette région, nous avons envoyé nos troupes et dans le format d'Astana, dans les travaux de ce format participaient beaucoup de pays arabes, mais nous avons vu le ralentissement de ce processus. Et peut-être l'idée de ne rien changer était assez séduisante. Le Conseil constitutionnel a été créé en 2019 et sur la consultation entre les parties syriennes a été établie. Après juste 2 ou 3 séances, ce comité a arrêté ses activités, a fait une pause.
Et les autorités n'avaient pas assez de volonté pour reprendre, pour continuer ces activités. Il ne s'agissait que du partage du pouvoir. Et bien sûr, il s'agissait de la question de partager le pouvoir entre les parties prenantes, mais pas les groupes terroristes. On parlait de la résolution de problèmes sociaux, les sanctions incroyables de la part des États-Unis ont étranglé l'économie. Une partie considérable de la région a été occupée par les États-Unis. Les ressources sont utilisées afin de financer les tendances séparatistes au nord-est de la Syrie. Alors tous ces problèmes était évidente et nous avons proposé à nos collègues des organisations kurdes d'accorder une assistance pour ériger, pour construire, jeter les ponts avec l'administration. Mais on a dit qu'on va créer un État, un quasi-État là-bas. Nous avons dit que jamais la Turquie, l'Irak ne va permettre de créer cet État. Mais la situation était comme ça. Le problème kurde pourrait saper toutes les régions. Alors, on a discuté de ce problème pour stabiliser la situation en Syrie, en Irak, en Turquie. Alors, d'un côté, Damas n'avait pas assez d'enthousiasme pour mener les pourparlers. D'autre côté, les Kurdes n'avaient pas de volonté flagrante pour le faire. Il y avait beaucoup de participants à ce processus, la plateforme de Moscou, la plateforme d'Istanbul, par exemple. Mais il n'y avait pas assez de contact entre ces plateformes, ce qui a produit le vide. C'est dans ce vide que cette explosion a eu lieu. Alors, notre ambassade reste toujours à Damas. Et cette ambassade a des contacts réguliers avec nous. Nous voudrions être utiles dans les efforts consacrés à normaliser la situation et afin de le faire, nous avons besoin d'un dialogue national et inclusif en Syrie avec la participation de tous les groupes ethniques, confessionnels et politiques, avec la participation de tous les acteurs extérieurs. J'ai parlé avec mes collègues de la Turquie, avec mes collègues de la région du Golfe. Ils ont déjà organisé la deuxième rencontre en Arabie Saoudite avec la participation des Arabes, de la Turquie et plusieurs pays occidentaux. Ils partent du fait que ce processus doit être accompagné par la Russie, par l'Iran, par la Turquie. Si quelqu'un veut commencer un processus viable, solide, on ne doit pas essayer de faire des représailles. Nous sommes toujours ouverts à ce dialogue, tout comme le format d'Astana peut jouer son rôle positif. Et comme je l'ai déjà dit, l'Iran, la Turquie et la Russie coopèrent avec la Jordanie, le Liban, l'Irak et l'Arabie Saoudite. Le Qatar s'intéresse à ce sujet. Nous avons eu une rencontre avec M. Pedersen à Doha le 7 janvier, le 7 décembre. Il a dit qu'il faut convoquer la conférence internationale le plus vite que possible avec la participation de toutes les forces. Alors, nous attendons cette conférence. Reuters, s'il vous plaît.
bientôt, la semaine suivante, l'investiture de Trump va avoir lieu. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à l'équipe de Trump et qu'est-ce qu'on peut attendre des relations russo-américaines? Nous attendons que la nouvelle équipe formule ses approches vers les affaires internationales. Je comprends que M. Trump a de telles volontés, il l'a évoqué déjà, mais nous comprenons en même temps que le futur président porte une grande responsabilité pour l'état d'affaires dans son propre pays, compte tenu de la situation en Californie, dans les autres États. Il a dit que parmi ses priorités, il y aura la stabilisation de la situation. Il a déjà évoqué plusieurs normes, plusieurs mesures. Mais tout d'abord, il faut entrer en fonction. À présent, toutes ces explications, toutes ces initiatives, toutes ces réflexions, elles ne peuvent pas de base pratique. C'est pourquoi on doit attendre le moment où une nouvelle administration formule ses approches officielles. Les Américains eux-mêmes l'attendent parce qu'il y a trop de problèmes. C'est l'héritage de Biden. Et bien sûr, de ceux qui s'intéressent au rôle constructif des États-Unis sur l'arène internationale l'attendent pour régler toutes les situations de crise. La télévision de Pakistan, s'il vous plaît. Monsieur Lavrov, la doctrine maritime de la Russie comme un intérêt stratégique pour la Russie, comment le Pakistan peut utiliser ses communications en sein de l'OCS et BRICS en conformité avec cette stratégie pour obtenir des avantages réciproques. Et comment pouvez-vous commenter l'état et le développement de relations entre la Russie et le Pakistan? Je vous remercie. Nos relations se développent d'une manière consécutive. Au cours des décennies, nous avons atteint le point le plus haut dans nos relations bilatérales. Il y a un grand nombre de projets communs pour rétablir ce qui a été créé en période de l'Union soviétique pour l'économie pakistanaise. Il y a un intérêt réciproque mutuel pour lutter contre le terrorisme. Le Pakistan en souffre, mais la lutte contre le terrorisme exige les efforts concertés avec l'Afghanistan, avec tous les pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, puisque tous ces États, l'Afghanistan, sont utilisés par les malfaiteurs pour planifier et mettre en œuvre pour réaliser ces crimes. Organisation de coopération de Shanghai, il y a une structure spéciale, structure antiterroriste et qui fonctionne pour échanger l'information, compte tenu du fait que le financement du terrorisme est lié au trafic de drogue et d'autres méthodes de la criminalité organisée. Il y a quelques années, nous tâchons de promouvoir l'idée de créer un centre commun pour lutter contre les nouvelles menaces, le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic de drogue. Et cette année, nous avons pris des efforts pour mettre en œuvre cette décision, mais quand même, je tiens à attirer votre attention que toutes ces mesures sont sans doute cruciales, mais
Également, il faut consolider la confiance au sein de l'ECS, au sein du format qui fonctionne, le format qui concerne l'Afghanistan, la Russie, la Chine, l'Iran, le Pakistan. Nous sommes convaincus que l'invitation de l'Inde est un pas solide. Et en général, l'ECS et les formats sur l'Afghanistan, le format de Moscou sur l'Afghanistan, c'est un cadre additionnel où le Pakistan, l'Inde et la Chine sont capables de communiquer, de comprendre l'un l'autre, de poser les questions préoccupantes, d'obtenir les réponses, examiner ces réponses. Nous sommes intéressés à aider ce processus, à promouvoir ce processus. L'agence d'information du Vietnam, s'il vous plaît. Je représente l'agence d'information du Vietnam. Deux questions. Une question a été déjà posée. Le président du gouvernement de la Fédération de Russie, Mikhail Mishustin, se trouve avec une visite officielle à Hanoï. Et l'attention particulière a été accordée à la participation de la Russie au projet de la construction de la station MiG-3. De la station énergétique. Ce projet il a proposé il y a 10 ans. Si la question sera résolue et résolue positivement, quels changements vont se dérouler dans le cadre bilatéral entre la Russie et le Vietnam? Le changement principal de relations bilatérales sera la résolution positive sur cette station. Oui, nos relations bilatérales seront remplies par un autre projet positif. Par exemple, le centre tropique qui est en train d'être modernisé, il va fonctionner de manière plus efficace. Dans le domaine des hydrocarbures, nous avons déjà des projets communs, Soviet Petro, d'autres sociétés qui travaillent sur le territoire du Vietnam de la Russie, et l'énergie atomique, les autres technologies, ce sont les domaines soulignés par le président Poutine. Oui, nous allons bâtir une station, mais également nous créons un autre secteur pour le pays, la formation des cadres scientifiques pour gérer cette station. Nous envisageons d'autres projets commerciaux en Turquie. Par exemple, notre station appartient à nous, à la Russie, et c'est nous qui devons remplir les obligations qui concernent les impôts. Dans certains cas, la propriété peut être demandée sur la base de parité, mais nous sommes convaincus que nos relations seront remplies par un autre projet de haute technologie, c'est un fait. Et le Vietnam, puisque nous avons abordé le sujet de l'Ukraine, nous avons entendu dire que le Vietnam est prêt d'héberger les négociations sur l'Ukraine. Nous sommes reconnaissants pour cette initiative. Nous apprécions hautement les relations avec nos amis du Vietnam, mais en fait, pour le moment, nous ne pouvons pas commenter cette situation puisqu'il n'y a pas de proposition concrète et les problèmes que nous tranchons doivent être résolus complètement. Et le représentant du Japon, s'il vous plaît. Il ne ressemble pas à un Japonais. Et le journal japonais, il y a deux questions.
Est-ce que les relations entre le Japon et la Russie peuvent s'aggraver de plus après l'inauguration de Trump compte tenu de son désir de renforcer l'union entre les États-Unis et le Japon? Dans quel domaine de relations entre la Russie et le Japon on peut prévoir l'aggravation? Si votre question concerne le point le plus bas de nos relations entre le Japon et la Russie, je ne peux pas commenter cette situation puisque l'aggravation et la destruction de tous les éléments, y compris le dialogue politique régulier au plus haut niveau, a été initié par nos voisins japonais. La Russie n'a fait aucune initiative à cet égard. Désespérés, nous avons tâché de remplir, de faire nos partenaires occidentaux de ne pas élargir l'OTAN à l'Est et ne pas traîner l'Ukraine à l'OTAN, y compris de ne pas permettre le nazisme prospérer en Ukraine. Personne n'en parle puisque nous mentionnons ce sujet à maintes reprises et en dépit des accords de Minsk, ils ont bombardé ces habitants auxquels on aurait dû accorder un statut spécial. Et quand nous avons expliqué tout cela au cours de 2 années longues et nous nous sommes heurtés à une barrière, à un mur de la surdité, personne n'a voulu nous écouter et nous avons commencé l'opération militaire spéciale pour défendre les intérêts des Russes en Ukraine. Le Japon a obtenu un ordre de joindre ces sanctions et le Japon a rempli cet ordre. Mais c'est la vie. Oui, nous recevons des signaux. Nous sommes prêts à redémarrer le dialogue, notre dialogue sur les îles pour permettre nos habitants d'aller aux ces îles pour les raisons culturelles. Mais tout cela est fait d'en sorte que quelqu'un m'a demandé de vous transmettre cette information et ainsi de suite. Le Japon a toujours été marqué par une attitude assez fine à l'égard de la vie, à partir de la cuisine jusqu'à les rituels. Et cette attitude fine a disparu, mais il y a des exclusions qui nous plaisent. Par exemple, nous n'avons jamais sacrifié notre culture, le sport, les projets communs dans le domaine d'éducation. Et nous apprécions que, en dépit de ce qui se passe, le Japon, chaque automne, héberge les concerts des chanteurs russes. Si vos gouvernements pourraient utiliser cette qualité pour faire preuve de votre sentiment réel, ce sera un avantage. Et la deuxième question. Vous, avec vos collègues, ont dressé la liste des pays inamicaux. La liste inclut l'île de Taïwan. Je comprends que vous avez tenu compte de la réalité sur le terrain, compte tenu de la relation entre la Chine et cette île. Et comment vous pouvez commenter cette situation? Pour le moment, malgré le fait que nous avons une représentante, une mission de la Chambre de Moscou de Taipei
qui se situe à Taipei. Nous avons une ambassade dans les pays qui nous ont sanctionnés. Le Taïwan a imposé les sanctions contre notre pays. Et dans la liste des pays non amicaux, par exemple, peut-être il sera très difficile de formuler cette pensée, mais pour nous, ce sont les gouvernements qui sont inamicaux. Ce sont les gouvernements qui ont joint les sanctions. Nous n'avons pas des peuples ou des nations inamicales pour nous. Et nos amis chinois comprennent bien cette situation. L'Italie, ANSA, s'il vous plaît. Comme vous le savez, le Premier ministre de l'Italie, Meloni, tâche de créer des relations spéciales avec Trump. Si Trump démarre une nouvelle politique de dialogue avec la Russie, commence de promouvoir l'initiative, quel serait le rôle de l'Italie dans ce cas, le rôle du gouvernement de l'Italie? Est-ce que le gouvernement de l'Italie peut commencer le premier gouvernement qui suit cette nouvelle approche? En ce qui concerne le rôle de l'Italie, nous ne pouvons pas donner des idées au gouvernement souverain de comment penser, comment agir. Et ces gouvernements souverains tâchent de nous forcer, de nous comporter comme ils veulent. Votre question contient une pensée profonde que Trump va venir et tout le monde va prendre une décision. Si on supporte Trump ou pas. Peut-être l'Italie peut jouer le rôle dans le processus autour de l'Ukraine. S'il vous plaît, nos collègues azerbaïdjanais. Bonjour. Report, chaîne de news réelle. Comment pouvez-vous évaluer l'année 2024? Je parle du développement des relations russo-azerbaïdjanaises. Et que pouvez-vous dire? Quels sont vos pronostics et les projets pour l'année 2025? Deuxième question que je voudrais vous poser, vous y avez répondu en partie. Le rapprochement de l'Arménie avec les États-Unis et l'Union européenne, comment ça peut impacter la situation dans le Caucase du Nord? Quant aux relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan, je pense que ce sont des relations qu'on peut caractériser comme des relations de confiance, donc la note est très haute. Il n'y a pas de sujet tabou. Le président Poutine et le président Aliyev ont des contacts, travaillent pour dynamiser le gouvernement et pour travailler sur les projets du corridor nord-sud, autres projets de transport au Caucase et autour du Caucase. Cela concerne bien sûr la mer Caspienne, l'ensablement de la mer Caspienne. Nous avons créé un groupe de travail bilatéral et nous voudrions proposer de transformer ce groupe, d'y inclure encore 3 membres, de sorte que ce sera une organisation à 5 membres pour que tous les États côtiers y participent. Nous coopérons bien sûr sur la scène internationale et nous avons des contacts, nous réalisons des mesures pratiques pour renforcer nos possibilités en matière de sécurité, de la lutte contre le terrorisme, du crime organisé. Bien sûr, il y a des contacts entre les forces armées, les services spéciaux. Ce sont des relations bien structurées qui permettent de régler toute question de manière opérationnelle, rapidement, en nous basant sur l'examen de tous les facteurs.
au cas où il y a des incidents. Par exemple, lors de la seconde guerre du Haut-Karabakh, notre avion a été abattu, ou bien cette catastrophe qui s'est produite tout récemment quand l'avion azerbaïdjanais s'est écrasé à Aktaou. Et nous avons apprécié le fait que nos amis azerbaïdjanais ont soutenu la participation de la partie russe dans l'enquête. Il y a eu une rencontre spéciale au Brésil. Les boîtes noires ont été décodées, ont été ouvertes et leur contenu a déjà donné des informations bien intéressantes. Leur contenu confirme encore une fois notre principe qu'il faut atteindre à la fin de l'enquête et ne pas exacerber des tensions dans l'espace médiatique. Il ne faut pas utiliser des faits qui ne sont pas confirmés par les informations qui ont été tirées des boîtes noires. Nous coopérons étroitement avec mon collègue et mon ami, le ministre des Affaires étrangères. Notre ministère sont en contact sur tous les niveaux. Nous avons aussi le plan de consultation qui touche l'ensemble des questions de notre coopération, que ce soit l'ONU, leur coopération à l'OSCE ou bien des blocs thématiques, le climat par exemple, surtout que Bakou a accueilli la 29e conférence des parties de la Convention cadre de l'ONU. Alors vous voyez que nos relations sont bien riches, ce sont des relations de confiance, comme je l'ai déjà dit. En 2025, nous espérons que ces relations se développeront de manière encore plus active dans tous les volets. Et il y avait une deuxième partie de la question, c'est ça? Oui, la deuxième question. Comment le rapprochement de l'Arménie avec les États-Unis et l'Union européenne peut impacter la sécurité dans les régions? Vous savez, je pense que un jour ou l'autre, nous viendrons à ce dont parle la Russie, l'Azerbaïdjan, la Turquie, l'Iran, à savoir les pays de la région et leurs voisins les plus proches doivent décider et régler tous les problèmes. En répondant à une de vos questions posées il y a quelques minutes, j'ai dit que nous avions un continent uni, un continent commun. Il y a des différentes régions, l'Asie centrale, le Caucase du Sud, etc., ainsi de suite, la Sibérie, l'Asie du Sud, l'Extrême-Orient. Quand les pays lointains, et d'ailleurs les pays qui ne comprennent pas nos traditions, ne connaissent pas notre histoire, sa dimension non coloniale, quand ces pays disent qu'ils puissent apporter une aide, alors je pense que ça ne pose pas de problème du point de vue des contacts, et pourtant, quand on dit que la mission de l'Union européenne va assurer la sécurité dans les régions de sunnites, par exemple, alors ça, je ne peux pas le comprendre. Nous avons soutenu l'initiative du président Aliyev. Le président Erdogan l'a soutenu aussi. Il s'agit de la création du mécanisme 3+3. 3 pays du Caucase du Sud, plus 3 voisins, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, la Russie, la Turquie, l'Iran. Nous avons déjà procédé à des premiers contacts. Nos voisins géorgiens n'occupent pas encore la place qui leur est dédiée, mais pourtant cette place autour de la table qui va nous réunir, elle reste toujours accessible aux Géorgiens. Je pense que c'est un format plus productif. On dit que l'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont presque mis d'accord sur l'accord de paix. Oui, il y a 2 questions qui restent sur la table de négociation. Mais ces 2 questions, on ne peut pas les contourner. Il faut prendre la décision, dire oui ou dire non.
la Commission européenne ou l'Union européenne commence à dire qu'ils vont venir pour apporter leur aide, mais je pense qu'il s'agit surtout de la décision souveraine de ces deux pays, où signer ce document, où et quand l'harmoniser. L'aspiration de Bruxelles, de Washington, de montrer que c'est à leur mérite, je pense que, encore une fois, cela montre leur attitude. Il y a beaucoup de proverbes qui nous racontent, qui nous parlent de cela. Il y a un proverbe qui parle du tonneau, mais bien, je ne veux pas les citer. Donc, des proverbes qui montrent qu'ils veulent se montrer efficaces partout.